Yamoussoukro en plein cœur de la Côte d'Ivoire. Nous rencontrons Ange Kessi, commissaire du gouvernement depuis 22 ans. Ce jour, il procède à l'ouverture d'une formation des magistrats sur les crimes internationaux. La plupart des crimes internationaux sont perpétrés sur le théâtre, donc par les militaires. C'est pourquoi nous attendons des séminaristes une excellente formation en espérant d'une part que vous serez suffisamment outillés pour faire face à la répression de ces infractions et que d'autre part, nos hommes ne commettront pas des crimes internationaux pour que vous ayez à recourir à vos connaissances apprises au cours de ces séminaires. En près de 50 ans d'existence, le tribunal militaire n'a jamais eu à traiter d'affaires pour des crimes qui violent les lois internationales. Ange Kessi ne doute pas des compétences de l'institution pour le faire en cas de besoin. Le tribunal militaire est compétent pour juger les crimes internationaux. Les crimes internationaux sont jugés par les institutions, par les juridictions nationales et internationales. Donc le tribunal militaire est compétent. Après sa conférence, c'est au pas de course qu'il retourne à Abidjan. Depuis plus de 10 ans, Ange Kessi pratique une lutte quotidienne contre le racket sur les routes. Une mission qui lui tient à cœur. Vous avez fait de la lutte contre le racket une de vos priorités. Pourquoi ça vous tient autant à cœur? Le fait de prendre l'argent, c'est la dignité, n'est-ce pas, qui est en jeu. Mais également, vous prenez l'argent de la population qui tout le temps porte plainte et s'en souffre. Vous êtes policier ou gendarme, en un mois, vous ne travaillez pas, vous avez tout votre salaire, pour une raison quelconque. Mais le chauffeur de taxi, là, ou le chauffeur de bac, s'il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Et quel argent il a? Un menu fretin qui se limite à nourrir sa famille. Et ce petit argent-là, permettez-moi de m'exprimer de façon aussi triviale, vous allez chercher ça sur la route encore, vous allez prendre ça. Et ce monsieur, quand va partir, vous pensez qu'il va aimer l'armée? Il va aimer les forces de l'ordre? Imaginez un peu, à chaque fois que nous publions l'arrestation d'un militaire, tout le monde est content. Pourquoi? Dans un moment, on ne doit pas être content qu'on arrête un militaire. Pourquoi est-ce que vous les arrêtez? Laissez-les faire leur travail pour notre défense. Mais vous arrêtez un militaire, tout le monde est content. Parce que les gens ne sont pas contents. En pleine interview, un barrage l'interpelle. Il descend immédiatement de son véhicule pour comprendre la situation. Bonjour, c'est qui conduit ça? C'est qui le conducteur ici là? C'est vous? Oui, chef. Et vous, c'est qui? Et vous? Où est-ce que vous partez? Yamoussoukro Daloa. D'accord. Vous êtes arrêté combien de fois sur la route? Vous vous arrêtez comme ça combien de fois? Une fois seulement. D'accord. Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent? Non. Non? Okay. Bon, quand vous les arrêtez comme ça, là, monsieur, venez. Bonjour. Quand vous les arrêtez comme ça, qu'est-ce que vous contrôlez? C'est les pièces de véhicule. Bon, dites-moi si ces pièces-là ont été contrôlées. Et dites-moi si vous avez trouvé le bon ou le pas bon dedans. Oui, pas ça. C'est arrivé. Il a l'assurance aussi? Oui. D'accord. Il n'était pas en excès de vitesse? Le commissaire du gouvernement est connu pour ses opérations surprises sur le terrain. Les agents de la brigade de sécurisation routière essaient tant bien que mal de justifier leur présence. Votre mission là, c'est pour contrôler les pièces. Et pour... Non, répondez à la question. Est-ce que c'est pour contrôler les pièces? Notre mission ici? Oui. Une pour contrôler les pièces. Ouais, moi, nous sommes avec la routière. On ne doit pas trouver des éléments sur la route sans mission. C'est pas possible. C'est une violation de consigne. Et il faut les arrêter immédiatement. Et là, ils sont en mission. Et quand ils arrivent, il faut leur demander pourquoi ils sont en mission, qu'est-ce qu'ils ont venu faire. Et là, ils m'ont expliqué. Donc, je tiens à vous féliciter et à vous donner le même conseil. Arrêtons le racket parce que, et surtout la tracasserie. Nos populations civiles nous voient. Ils nous voient, ils nous font confiance. Et si on fait ça, là, ils ne vont plus nous soutenir. Et une défense n'est pas soutenue, ce n'est plus une défense. C'est pour ça que lorsque nous partons, souvent dans ce genre de missions, on s'arrête vers vous pour vous parler. Vous demander de faire attention. Vous demandez une seule chose, réprimer
quand il y a une infraction, mais qu'il n'y a pas d'infraction, laisser les gens partir. En 2013, une mesure mise en place pour enrayer les barrages excessifs a vu le jour. Pourtant, certains membres des forces de l'ordre continuent d'agir en dehors de leurs fonctions. Un autre phénomène reste au centre des enquêtes du tribunal, celui des violences policières. Dernièrement, une affaire d'un jeune homme qui aurait été frappé par des gendarmes et qui serait mort à la suite de ses coups et blessures reçues. Où en est cette affaire aujourd'hui? Toutes les affaires qui sont portées à la connaissance du parquet militaire sont traitées et ne sont jamais oubliées. Je vous l'ai dit, depuis 2011, la tolérance zéro, c'est l'engagement du tribunal militaire. Parce que nous avons reçu des instructions de la part de la politique criminelle. Nous faisons de la tolérance zéro notre mission. On ne peut pas accepter que des crimes aussi odieux, ou des infractions aussi infamantes, ou des délits qui sont attentatoires à l'honneur et à la dignité des armées soient laissés impunis, ce n'est pas possible. Donc pour ce genre de dossier, effectivement, nous sommes saisis, nous les traitons. Je suis très bien au courant de cette affaire-là. Je crois que c'est le deuxième substitut qui est en train de traiter ce dossier. Et vous allez voir que d'ici un mois, 2 mois, on va vous appeler pour assister au procès. De retour au tribunal, nous retrouvons Maître Digbe en salle d'audience. Prêt à défendre le dossier du policier eu au téléphone quelques jours avant. Il est accusé de coups et blessures sur une dame à la préfecture de police. Le juge Dieket ouvre le procès. Vous avez entendu ce qu'on vous reproche? Oui, c'est volontaire. Vous n'avez pas été auditionné devant l'inspection générale du ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Là-bas, ils m'ont dit que la dame a porté des plaintes contre moi. Vous la connaissez? Affirmatif. Où? À la préfecture de police d'Abidjan. Ce procès se tient sans la plaignante. Cette situation est habituelle par peur des victimes de représailles. Mais le parquet qui représente l'État est lui bien présent. Où il étant, monsieur, dans des discussions, s'est emparé de manière volontaire de la barre de défense à l'effet de la dissuader de tout autre agissement qui pourrait porter atteinte à son physique. Malheureusement, selon lui, la dame aurait été frappée d'un coup de la barre de défense. Ces faits-là sont de plus véridiques puisque depuis l'enquête préliminaire jusqu'à ce matin, il diversifie dans ses dires. Il n'arrive pas à justifier véritablement l'acte qu'il a posé. Monsieur le Président, nous requérons que pour les faits de coups et blessures volontaires, monsieur soit déclaré coupable en répression 24 mois d'emprisonnement ferme. Chacune des parties joue ses dernières cartes avant le dénouement du procès. C'est au tour de Maître Digbe de plaider en faveur de son client. Monsieur le Président, les faits sont simples. Des rafles ont eu lieu aux alentours de 1h du matin. C'est normal. Le raflet est amené à la préfecture. Les parents arrivent. Ils ignorent les barrières de sécurité de la police et ils pénètrent dans la préfecture. L'on leur dit, on ne rentre pas à cette heure. Ils veulent forcément rentrer. Non, ça c'est déjà un cas de trouble à l'ordre public. D'où l'utilisation de la matraque. La matraque n'est pas utilisée pour frapper. Je reprends mes propos. La matraque ne sert pas à frapper, nous à donner des coups, mais à maîtriser le citoyen en fonction de son comportement. Donc on ne doit même pas retenir d'infraction de coups et blessures. Encore que ce n'était même pas volontaire et que le coup n'a même pas eu lieu. Cette bannière a été excitée, elle a dû, comme il a dit, trébucher. Elle a même trébuché. Elle est tombée. Dommage. En conséquence, déclarer des faits non-lieu. Ça ne veut pas plaider, les faits n'ont même pas lieu. J'ai plaidé. Après délibération, le verdict tombe. Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle en dernier ressort, déclare coupable donc des faits de coups et blessures volontaires et de violation de consignes mis à sa charge. En répression, le condamne à 3 mois d'emprisonnement ferme et à 50 000 francs d'amende. L'audience est suspendue. Fin de l'audience. C'est la douche froide pour Maître Digbe. Sa défense n'a pas convaincu la Cour sur l'innocence de son client. Vous avez requis le non-lieu. Effectivement, parce que ce qu'on reproche
aux policiers ce jour n'a pas lieu, n'existe pas, ce n'est pas une infraction. Il n'a pas donné de coup, il a fait un acte de police. Il faut donc faire la différence entre un coup porté et puis un acte de police. La police a de ceci spécifique qui a fait le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, il y a le matériel de maintien de l'ordre qu'on peut citer pêle-mêle, la matraque, les grenades. Donc c'est des matériels qui font l'action, mais ce n'est pas des coups. Ce sont des actions de maintien de l'ordre. Donc il faut donner la terminologie qui sied. Et non pas dire donner des coups, mais en fait, c'est le maintien de l'ordre qu'on fait. C'est ce que nous avons dit, il faut faire la part des choses entre le coup comme infraction donnée et puis l'acte de maintien de l'ordre comme travail de police. Le policier n'a fait que son travail. Nous retrouvons le juge Dieket. Il va présider la dernière audience de l'affaire du soldat accusé d'avoir abattu un jeune homme en 2013. Le juge laisse place aux plaidoiries. C'est l'avocat de la famille qui se lance. On commence par la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en 2013. À cette époque-là, M. Caporal était tout puissant. Ça donnait plusieurs sobriquets. Le tireur, le boss. Il y a une dame qui a assisté à la scène. Cette dame l'a dit que lorsqu'il a fini d'abattre le jeune homme, il lui a demandé où est l'arme. Mais s'il a vraiment une calache, tu ne peux pas se cacher. Mesdames, Messieurs, retenez compte qu'il a assassiné M. Nyosin Valéry. Il a arraché ce jeune homme à l'affection de sa mère et de ses frères et sœurs. Il a décidé que dans cette famille, tout le monde devait pleurer. Il pleure encore aujourd'hui. Monsieur le Président, il y a eu assassinat. Et je pense que dans le secret de votre délibération, vous retiendrez qu'il y a eu assassinat. Ce crime-là a été commis volontairement par Valéry. J'ai plaidé pour l'instant. En réponse, Maître Sanogo, l'avocat du prévenu, tente d'appuyer sur les circonstances atténuantes de l'acte pour réduire la peine de son client. Il a tiré en l'air un coup de sommation. Oui, coup de sommation en vue de amener ce dernier à pouvoir s'arrêter, au mieux à obtempérer pour ce qu'il y a. Mais hélas, ce dernier a continué à courir, toujours avec une calache en main. Mais malheureusement pour... Comme il a dit, il a eu à trébucher. Et malheureusement, le coup est parti. Au vu de la blessure de ce dernier, il a d'abord sécurisé la Kalachnikov et allé automatiquement pour avoir au moins des soins vis-à-vis de l'infirmier, pour venir aider ou bien sauver la vie de ce dernier. C'est le premier réflexe qu'on demande. Aider, sauver. Même quand bien même vous savez que vous avez commis un acte qui a peut-être eu à occasionner une blessure grave, mais au mieux là, vous cherchez à aider cette personne. Et c'est ce qu'il a fait. Avant de connaître le verdict, ce militaire exprime ses regrets. Je déplore la mort de l'ancien Valéry. Cela n'a pas été appréhendé. Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière donc criminelle en dernier ressort déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge. En répression, le condamne à 10 ans d'emprisonnement ferme. Ordonne la destitution, sa destitution militaire et sa perte de grade également. Décède dans son encontre mandat de dépôt. L'audience est suspendue pour une nouvelle composition. 10 ans de prison ferme que l'inculpé purgera dans une prison militaire. C'est un grand soulagement pour la famille de la victime et leur avocat. Prononcer la destitution, je n'ai pas bien entendu ça. Ok, là, moi, je suis satisfait. Est-ce que, à l'entame du procès, vous espérez ce verdict? Espérer, non, je pensais mieux. Je pensais mieux, mais je ne suis pas déçu. Pas que j'espérais ce verdict. Je pense qu'il méritait les 20 ans que le parquet a mis. Moi, je suis partie civile. La condamnation pénale ne m'intéresse pas beaucoup. Mais au moins, j'avais souhaité qu'il ait une peine exemplaire pour que les autres comprennent qu'on ne fait pas comme ça. Le procès a oui, son verdict. Oui, moi, ce qui me satisfait, voilà, ce qui me satisfait, c'est qu'il a été destitué. Hein? Il n'est plus militaire, je suis entièrement d'accord. C'est ça qui me plaît dedans, dans le verdict là, c'est ça qui me plaît. Sinon, bon, comme Maître l'a dit, les 10 ans, moi, c'est insuffisant pour lui parce qu'il a fait délibérément. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait? Vous pensez que justice a été rendue? Oui, oui, justice a été rendue quand même parce que, bon, l'essentiel est dit, il est condamné, il a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
la justice est rendue. Mesdames et messieurs, je me trouve ce soir au tribunal militaire d'Abidjan. À mes côtés, le commissaire du gouvernement, le général Ange Kessi. Bonsoir, général, et merci de nous recevoir dans votre institution. Bonsoir, monsieur. Où en est-on concrètement aujourd'hui avec la procédure concernant l'affaire du jeune homme qui a été passé à tabac et qui serait mort des suites de ses blessures reçues par des gendarmes? Je me rappelle très bien de ce dossier qui s'est terminé par une procédure d'enquête. La procédure d'enquête a été déférée à notre parquet. Nous suivons ce dossier. Je pense que les audiences concernant cette affaire-là auront lieu très bientôt. À quand le dénouement réel de cette affaire? Non, je ne peux pas vous le dire. Dans une procédure pénale, on ne peut jamais dire qu'est-ce que l'enquête va s'achever. Ce qui est sûr, c'est que ce dossier est suivi parce qu'il y a eu mort d'homme. Lorsqu'il y a un dossier qui est mort d'homme, il est qualifié de crime. Et en ce moment, on ne s'amuse pas avec cette procédure. Alors, vous êtes commissaire du gouvernement, vous êtes à la tête du tribunal militaire. Pour poursuivre des cas d'infraction, vous devez avoir l'approbation du ministre d'État, ministre de la Défense. Est-ce que ça ne met pas en cause l'indépendance du tribunal militaire? Non, écoutez, ça fait partie de la procédure militaire. La procédure militaire dispose que pour poursuivre un militaire ou un policier, il faut l'accord du ministre de la Défense ou du ministre de la Sécurité. Ces deux personnalités s'appellent autorité investie des pouvoirs judiciaires et c'est prévu par le code de procédure militaire. Et n'oubliez pas que le code de procédure militaire est une loi. Est-ce que dans ce cas, on peut parler d'indépendance de la justice? Ils ne sont pas là pour interpréter ou pour juger l'opportunité d'une loi. Nous sommes là pour l'appliquer. Et le reste, il appartient au pouvoir qui s'en occupe, c'est-à-dire au pouvoir législatif, de voir si, bien sûr, avec nos propositions, s'il y a lieu de modifier ou pas. Mais en ce qui nous concerne, depuis presque 50 ans, il y a lieu de faire un toilettage. On verra tout cela. Quand vous parlez de faire un toilettage du code de procédure militaire, c'est de quoi vous parlez concrètement? Le ministre de la Défense, le ministre d'État, le ministre de la Défense a autorisé que le code de procédure militaire soit réformé. Et bien sûr, nous avons fait un rapport pour montrer que depuis 1974 jusqu'à maintenant, ça fait presque 50 ans que nous utilisons une loi qui n'a jamais subi de modification. Ce n'est pas normal. On ne juge pas un militaire comme on juge un civil. Justement, voilà. Qu'est-ce qui change concrètement? Non, je n'ai pas encore fini. Alors, donc, c'était pour vous dire, à ce niveau-là, il y a lieu de revoir un peu les choses, parce que le militaire de 1914 n'est pas le militaire de 2022. Alors, le code de procédure militaire sera revu quand? Le ministre de la Défense a autorisé un séminaire qui va réfléchir sur la façon dont nous allons réformer ce code. Je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons mettre en projet une loi qui va certainement revoir les choses. Alors, vous insistez sur le fait qu'on ne juge pas un militaire comme on juge un civil? Absolument. Comment est-ce qu'un militaire doit être jugé? D'abord, c'est la procédure de jugement d'un militaire est prévue par le code de procédure militaire. Vous commettez l'infraction, il y a l'enquête. L'enquête aboutit à un dossier qu'on appelle dossier d'enquête, fait par les policiers quand il s'agit d'un policier, fait par les gendarmes quand il s'agit d'un militaire ou un gendarme. Le dossier vient chez le commissaire du gouvernement qui estime que la procédure a été bien faite. Nous donnons avis à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires, qui peut être soit le ministre de la Défense, soit le ministre de la Sécurité, pour lui dire, monsieur le ministre, voici un militaire qui a commis des faits qui sont prévus et punis par la loi. Nous souhaitons que vous nous donniez l'autorisation de le juger. Et il nous envoie en retour ce qu'on appelle un ordre de poursuite, qui dit, monsieur le commissaire, vous avez demandé ma décision sur votre avis d'un dossier concernant telle personne. Je vous ordonne de le juger. Et cet ordre de poursuite-là est envoyé au chef d'état-major général, quand il s'agit d'un militaire, est envoyé au commandant supérieur de la gendarmerie quand il s'agit d'un gendarme, et quand il s'agit d'un policier, cet ordre signé par le ministre de la Sécurité est envoyé au DG de la police. Et en ce moment-là, cet élément est entre les mains de la justice militaire. Entre les mains de la justice militaire, et il ne doit pas bouger, il ne doit pas être muté, il ne doit pas voyager sans l'autorisation du commissaire du gouvernement. Que se passe-t-il réellement si le ministre de la Défense décide de ne pas donner une suite favorable? Depuis 2010, nous avons presque 100% de procédures qui nous sont parvenues avec un avis favorable. Dans le cas où ça arriverait? Dans le cas où ça arriverait, il devait savoir une chose. Le vrai commissaire du gouvernement, c'est le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité. S'il décide de ne pas poursuivre, le dossier est classé. Il n'y a plus de recours. Même si le mis en cause est vraiment un grand bandit ou... Le vrai procureur du tribunal militaire, c'est le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité. Parce que c'est eux qui ont l'opportunité de poursuivre. S'ils disent qu'ils ne poursuivent pas, c'est terminé, on classe le dossier. Évidemment, bon, si c'est un crime, la partie civile peut aller ester devant le tribunal civil. Là, c'est uniquement au niveau civil. Le tribunal militaire est compétent sur des questions militaires, mais il arrive que des officiers supérieurs
ne soient pas jugés devant ce tribunal, comme ça a été le cas en 2017 avec le général Dogbo Blé, qui a plutôt été jugé devant la cour d'assises. Pourquoi? Il faut que les faits aient été commis par un militaire, mais seul. Autrement dit, s'il y a 100 personnes qui ont commis une infraction en temps de paix, si parmi eux, il y a 99 militaires et qu'il y a un seul civil, le tribunal militaire n'est plus compétent, on envoie le dossier au tribunal civil. C'est l'inverse en temps de guerre. Sur le cas du général Dogbo Blé. Bon, absolument. Évidemment, s'il a été jugé par le tribunal civil, par la cour d'assises, c'est uniquement parce qu'il a commis le fait en présence des civils. Il y avait certainement des civils dans cette affaire. Vous vous rappelez que parmi eux, il y avait certains qui étaient des vigiles ou des gardes-corps civils, etc. Si le général Dogbo Blé a déjà été jugé, lui aussi, et condamné par le tribunal militaire. Mais en ce moment-là, les faits qu'il avait commis l'avaient été dans un cadre strictement militaire, il n'y avait que des militaires. Il y avait 14 personnes qui avaient été jugées. Les 14 personnes étaient tous militaires. Mais dans leur cas, s'ils sont 8 ou 10 militaires et qu'il y a la 11e personne est un civil, ils ne sont plus compétents. Ici, au tribunal, il y a des juges civils, notamment le juge Dieket, qui est un juge civil, qui est même président du tribunal. Ok, ici. on continue avec la procédure militaire. Tout ça, ça a été prévu par le Code de procédure militaire. Il y a toujours un président qui est au milieu des 4 juges militaires. Eux tous sont désignés par décret. Les 4 juges sont désignés par décret. Le président du tribunal aussi est désigné par décret, mais lui, c'est un fonctionnaire, enfin, c'est un magistrat de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire un magistrat professionnel. Et le parquet est également représenté par des magistrats militaires professionnels, c'est-à-dire que c'est leur métier, il ne faut pas autre chose. Il n'y a que les juges qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire que ce sont des personnes que vous pouvez trouver sur le comité de police du 17e ou du 15e, ou bien chefs de service ailleurs, ou des militaires qui sont chefs dans une unité ou bien membres d'une équipe technique, et qu'on désigne à cause de leur mentalité, à cause de leur moralité. Est-ce que ce n'est pas dangereux de prendre des hommes qui n'ont aucune formation en droit? Non, si vous posez cette question, je vais vous renvoyer la question en disant, mais lorsqu'on choisissait les jurés, il y avait des planteurs, il y avait des chauffeurs, il y avait des transporteurs, c'est la même chose, la même composition. En fait, c'est pour ça que nous voulons refaire le Code de la procédure militaire, parce que le Code de procédure militaire est assis sur le Code de procédure pénale en ces points concernant les assises. En fait, ce sont les assises que nous reprenons ici. Seulement que sur les civils, il y avait 9 personnes, nous sommes 5. Dans tous les cas, 9 ou 5, c'est toujours un chiffre impair. Voilà, donc c'est la même chose que nous faisons ici. Nous choisissons les gens, pas en fonction de leur connaissance en droit, mais en fonction de leur moralité et surtout de leur professionnalisme. Vous avez fait de la lutte contre le racket une de vos priorités. Pourtant, les populations continuent d'être victimes de racket de la part des policiers et gendarmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que toute votre lutte est vaine? Le racket est une infraction. Et la justice n'est pas chargée. La mission de la justice, ce n'est pas pour éradiquer une infraction. Si on n'y aura plus de vol, la mission du commissaire de moi, c'est de punir ceux qui le font. C'est pareil, c'est un voleur. La MACA est pleine de voleurs. Là, s'il n'y a plus de braqueurs, souvent, au moment où le procureur de la République est en train de conduire des gens devant le tribunal civil pour être jugé, on apprend qu'on est en train de voler à Diamé ici. Le racketeur, il compte sur la chance. Il s'est dit, bon, d'accord, je vais prendre l'argent si on ne m'a pas filmé, ou bien si le commissaire de moi ne va pas passer ici, ou bien si la personne que j'ai racketée n'est pas reportée plainte, je suis sauvé. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous l'avez dit, votre mission, ce n'est pas d'éradiquer le racket. Pourtant, c'est un phénomène qui fait perdre plus de 100 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. Malheureusement. Et c'est pour ça que la politique criminelle du tribunal militaire, c'est axée sur la tolérance zéro en matière de répression du racket. Nous sommes déterminés à poursuivre, ne disons pas à éradiquer, ça n'est pas possible. Regardez, actuellement, je vous parle, il y a 17 racketteurs qui seront jugés la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire que nous n'avons que 17 racketteurs. De 2010 à maintenant, nous avons jugé 363 racketteurs. Je me rappelle très bien, 225, on fait la prison. Les autres, bon, on leur donne des sursis, etc. Mais maintenant, le président du tribunal militaire et moi, nous sommes stricts. Plus de cadeaux pour ces personnes-là. Il faut qu'ils se disent qu'actuellement, quand ils raquettent, c'est parce que la chance est de leur côté. Mais tous les jours est pour le voleur. Un seul jour, là, ça appartient au propriétaire. Monsieur le commissaire du gouvernement, le tribunal militaire d'Abidjan existe depuis 1974. C'est le seul tribunal militaire de Côte d'Ivoire. Pourquoi, depuis 1974, il n'y a qu'un seul tribunal militaire en Côte d'Ivoire? D'abord, il n'était pas le seul à être créé. Il y a 3 tribunaux militaires qui ont été créés, mais c'est un seul qui est ouvert. Il y a une nuance. Donc, il y a 3 tribunaux militaires qui ont été créés, le tribunal militaire d'Abidjan, le tribunal militaire de Bouaké et le tribunal militaire de Daloa. Et ils ne sont pas fonctionnels? Ils ne sont pas fonctionnels parce qu'au départ, il n'y avait pas assez de personnes. En 1974, il y avait combien de militaires? Et c'est en 1978 même que
les policiers sont devenus justiciables devant le tribunal militaire. Donc, en 1974, au moment de la création, il y avait très peu de personnes. C'est à partir de 2000, lorsque les militaires ont fait l'irruption dans la vie politique, que certaines infractions ont commencé à être révélées. Et c'est là qu'on a commencé à voir, pas l'importance, mais disons la dimension de la mission de cette juridiction-là. Le commissaire de développement a une autorité qui est au-dessus de lui, qui est le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Ils ont été saisis de la nécessité d'ouvrir, parce que c'est déjà créé. Aujourd'hui, s'il y a un arrêté, c'est l'arrêté qui va ouvrir, l'arrêté d'ouverture du tribunal militaire de Bouaké ou de Daloa. Il faut rapprocher la justice de ces justiciables. Vous êtes à la tête du tribunal militaire depuis 1999, une longévité pendant laquelle vous avez servi pratiquement sur tous les gouvernements. Est-ce qu'avec cette longévité-là, on ne se sent pas invincible? Est-ce qu'on ne se sent pas intouchable? Vous avez posé une très longue question qui mérite une réponse très courte. Gloire à Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, pour le revers de votre question, il ne me semble pas du tout intouchable ni irremplaçable. Voilà, il va arriver un moment où je vais passer la main et je pense que les ministres d'État, ministre de la Défense ainsi que le président de la République qui me font confiance maintenant, feront confiance à une autre personne. J'ai eu la chance d'être là, mais un jour, je serai appelé à d'autres fonctions et nous sommes en train de veiller à former des plus jeunes qui vont nous remplacer un jour. Parce que lorsque vous devez partir et que vous n'avez pas assuré vos arrières, c'est que vous avez mal travaillé. Il faut que le prochain commissaire de développement soit peut-être même plus fort, plus mythique, plus intelligent et plus respectable que le commissaire de développement. Général Ange Kessi, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne du tribunal militaire? Il faut que vous sachiez que le tribunal militaire est un service public. Un service public où rien n'est payant. C'est la seule juridiction où on ne paye rien. Vous voulez porter plainte, vous ne payez rien. Vous voulez retirer une plainte, vous ne payez rien. On ne paye rien ici. De façon générale, vous avez des forces de l'ordre qui savent que s'ils commettent des infractions, ils ne seront pas impunis. Et ça renforce la démocratie, ça renforce l'état de droit. Monsieur le commissaire du gouvernement, général Ange Kessi, merci de nous avoir ouvert les portes de votre institution. C'est la fin de ce numéro de votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la page YouTube de la RTI ou sur son site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de l'émission 52 minutes pour comprendre. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 2 semaines pour une autre enquête.